vent de quelles seront les pièces qu'on va demander pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales. J'ai vu qu'en 2015, on pouvait avoir recours au certificat de nationalité. Mais il y a un problème de pièces d'identité au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez eu vent sur les pièces au niveau de la CEI qui seront demandées pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales, vu que ça commence le 15 juillet dans moins d'un mois? Merci. Merci. Un dernier, et Patrick. S'il y a le temps, on verra faire un autre liste après, pour l'instant, c'est le dernier. Merci beaucoup. Ah oui. Je vais m'excuser auprès du camarade Catinant, ministre, pour les lunettes, parce que j'ai une petite allergie à la chose, c'est pour ça que je suis je suis Théo Tosa Patrick, membre du bureau politique de GPS, la Génération Peuple Solidaire. Je pensais ne même pas intervenir, parce que quand tu es invité, tu t'assois, tu regardes un peu. Mais je pense qu'on est tous africains, on est ensemble, on est des frères. Et quand on est en train de faire front commun par rapport à une situation bien précise, il est important quand même qu'on puisse se rassurer dans notre démarche. Donc la question est la suivante, peut-être c'est à deux volets. C'est quoi la stratégie globale pour 2025? Je sais que vous avez une stratégie interne, vous n'allez pas dévoiler ça ici, mais on est les membres de l'opposition, on est les partis de l'opposition. C'est quoi la stratégie globale pour qu'on puisse aller ensemble et puis déboulonner, comme on le dit, le pouvoir en place? Et si éventuellement, par une alchimie qu'on ne prévoit pas, on nous disait par exemple que le président Laurent Gbagbo ou le président... On n'entend pas. Hein. Je n'ose même pas parler je veux parler du président Laurent Gbagbo, mais pas sur la liste électorale, par exemple. Qu'est-ce que le PPACI prévoit comme voie de recours pour faire manifester? Et je l'ai oublié, c'est la camarade Brigitte Toyer. Pardon. Bonsoir, monsieur le ministre. Merci de toujours venir nous voir quand vous êtes de passage en France. C'est très gentil. Alors, ma question, c'est une inquiétude. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, déjà, je me présente Brigitte Doyer. Je suis chargée de la mobilisation des femmes. Mais ma question, c'est une inquiétude. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la dette de la Côte d'Ivoire qui est élevée à plus de 30 000 milliards. Je sais qu'on va répondre en 2025, qu'on va hériter d'un pays très endetté, surendetté même. Du coup, je voulais savoir comment faire face à cette dette. Parce que vraiment c'est énorme et aujourd'hui ça nous fait face. Et comment le PPACI, le président Laurent Gbagbo, quand il sera réélu en 2025, comment il va réduire cette somme de dette? Je vous remercie. Merci. Merci à tous. Merci bien. On a fait une série de 11 interventions, 11 questions, monsieur le ministre. Vous avez la parole. 11 questions que vous avez. Merci beaucoup. Alors, notre camarade Aristide vous a dit le monde est divisé, et maintenant qu'on s'associe à la Russie. Je crois que j'ai parlé en des termes un peu voilés, mais assez explicites, des raisons pour lesquelles le président Laurent Gbagbo est l'unique choix qui s'impose à nous. Je vous ai dit qu'il faut quelqu'un déterminé qui ne se laisse pas distraire et qui sait où il s'en va. Je crois que c'est assez clair et assez limpide pour ce que nous attendons. Mais au-delà de tout, chers amis, les Russes sont les Russes. Poutine, les Russes. Poutine cherche d'abord l'intérêt des Russes. Ça, il faut que nous, les Africains, c'est la première des choses que nous devons comprendre.
allons à la Russie, vers la Russie, avec notre état de division en interne, de faiblesse, dans 10 ans, la Russie et nous, on aura les mêmes rapports qu'on a avec la France. Ce n'est pas des philanthropes. La politique, c'est la réalité du quotidien. C'est pourquoi, justement, nous faisons du panafricanisme le socle de notre parti. Pour que nous soyons suffisamment forts et que n'importe lequel des partenaires vers lequel nous allons en tant que forts. Mais si nous allons, on ne sait pas, oui, le monde est en train de se diviser, c'est clair. Et c'est irréversible. Est-ce que ça va se terminer par des bombes atomiques? Est-ce qu'on ne sait pas? Mais le monde est en train de se diviser. Et si l'Afrique continue d'être la partie molle du corps du monde, tous les prédateurs, tous les fauves vont venir mordre en Afrique. C'est pourquoi la question du panafricanisme est au centre de notre programme de gouvernement. Partie des clair qu'il y a des questions qui doivent être réglées de façon unie en Afrique. Si on ne règle pas ça, la question, on va s'adosser à qui? Ce sera un problème. Oui, on va trouver quelqu'un. Mais si tu te présentes avec une faiblesse, il te partira comme étant faible. Oui, il nous faudra des partenaires. Il nous faudra des partenaires. Et la Russie, le monde BRIC commence à se positionner comme étant une alternative crédible pour un partenariat. Mais nous irons vers eux. Nous irons vers eux. Certainement. Mais il faut que nous soyons forts. Tout comme si nous sommes forts, les rapports avec l'Europe vont changer. Tout comme si nous sommes forts, les rapports avec l'Europe vont changer. Mais pourquoi l'Europe ne traite pas les pays arabes pour nous? Pourquoi? Parce qu'eux, là, ils sont forts. Donc, oui, priorité, oui, besoin de partenariat, oui, nous travaillons à cela. Mais nous ne voulons plus un partenariat comme l'ancien partenariat où nous sommes la partie la plus faible et évidemment on nous oriente comme une demoiselle sur une piste de danse. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais dire sur la question. Oui, la CEI, moi je vais être franc avec vous. Cette CEI, non, on ne peut pas aller aux élections intérieures. C'est mes amis, hein, c'est pas nous, vous là. On ne peut pas vous faire partir. S'il vous plaît. On a fait un travail scientifique pour aller aux élections locales, où on a détecté les faiblesses de la liste électorale. Et on a vu. Plus de 2 millions de personnes sont en train de ce service-là. Soit ils n'ont pas de papa, soit ils n'ont pas de maman. Oui, on peut comprendre qu'ils n'ont pas de papa, mais maman, là, c'est compliqué. C'est compliqué quand même pour la maman. Mais en même temps, quand il n'y en a pas, il y en a qui n'ont pas de maman, mais il y a des mamans qui ont 500, 300 enfants. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens voient, tant que l'Afrique veut faire des élections de simple formalité et qu'on ne veut pas leur accorder le sérieux qu'il faut pour que ces élections-là expriment réellement la volonté du peuple, mais les crises, et c'est pourquoi il y a cette crise de confiance et que les gens commencent à s'adonner au coup d'État et ils pensent que la solution est d'ordre militaire, ce qui n'est pas forcément vrai pour nous. Moi, je ne crois pas du tout à la démocratie militarisée. Mais pourquoi les gens en sont arrivés à ça? C'est le désespoir. Parce que les gens pensent que c'est bon,
Il faut que ce soit des formalités. Allez dire, bon, le 26 octobre, allez voter. Hein. Bon, nous on est là, de toute façon on a déjà choisi notre vainqueur. Mais ça ne passera pas. Amen. Ça ne passera pas. Donc la CEI là, elle doit être réformée. Et sur ce plan-là, nous avons des propositions claires. Ça me permet de répondre à ma fille, à la jeune dame qui est de l'autre côté, sur qu'est-ce que nous voulons faire. C'était le ministère de l'Intérieur qui faisait les élections. Mais c'est parce que, justement, l'incapacité que nous avons dans notre culture de faire la part des choses entre nos fonctions administratives et nos choix politiques, c'est ça qui fait qu'on est parti du ministère. Ici, là, on peut essayer de la toucher, hein. Mais c'est pas si grossier comme chez nous. En Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur, toujours les résultats commençaient par Kani. Chaque élection, Kani. On connaît la suite. On connaît la suite. Qu'on a changé. On dit bon. Et c'est nous, les FPI, qui sont battus pour dire créons une commission électorale. Mais s'il vous plaît, la question ce n'est pas la commission. C'est que les gens qu'on envoie là-bas et qui refusent d'assumer leurs responsabilités. C'est ça qui est le problème. En 2000, la commission appartenait à Oguier, Camille Oguier, dans son âme. Il y a des hommes responsables de notre pays. Hein. Camille Oguier, on a organisé ensuite des partis au pouvoir des élections locales. On les a perdu, on a perdu les élections municipales. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo n'a pas appelé Camille Oguier et dit bon, débrouille-toi pour que tu gagnes. C'est ça l'idéal du combat politique du président Gbagbo. Et généralement, tous ceux qui mènent des combats de ce type-là, ils sont toujours incompris. Aujourd'hui, moi j'entends des gens qui disent non, ouais, non, Ouattara vous a montré comment on gouverne. Moi, je ne gouvernerai jamais comme Ouattara. Excusez-moi, hein. Si tout ce que nous faisons là, c'est pour venir faire ce tribalisme primaire, et ces choses, c'est pas la peine. Si c'est pour je préfère déposer, aller chez moi à l'Ecoca, il peut te grignon manger. Parce que quand on est dans un combat, c'est parce qu'on veut changer quelque chose. On veut changer quelque chose. Donc oui, on ne peut plus être dans le ministère. On a fait la CEI. Mais le problème de la CEI, même pendant les élections de midi, le président, pour montrer qu'il a dit, bon, l'opposition a contrôlé la CEI. C'est vrai que ça ne nous a pas souri. Mais la CEI qui est là, on ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? On a pris des militants, on les envoie dans une maison, on lui dit de venir contrôler les élections. Mais ils ont transporté les militantistes là-bas. Donc, il y a trois types de CEI. Et finalement, c'est toute l'Afrique qui a décidé de faire des organisations à les commissions. Il y a le système ghanéen qui est intéressant. Où les partis sont possibles, les partis n'ont pas de voix. Le président de la CEI est nommé pour un élément bien précis. C'est-à-dire, quand on l'a nommé, les forces de l'État sont à ta disposition. Il n'a pas besoin du ministère de l'Intérieur pour demander à la police de venir. Nous, notre proposition pour réformer la CEI, il faut que cette CEI-là, parmi nos problèmes, il y en a 4. La question de la candidature, la CEI à répondre,
la liste électorale à réformer, ainsi de suite, et puis la gratuité de la carte nationale d'identité. Voici les 4 points sur lesquels nous travaillons. Voici les 4 points sur lesquels nous travaillons. Oui, nous avons des propositions pour changer la CEI. Quittons la CEI, comme la CEI partisane, multipartisane. Parce que c'est pas parce que vous êtes multipartisan que vous êtes neutre. Non. Vous prenez des partisans, vous les mettez ensemble, ils ne sont pas dans la neutralité. Non, ils font des arrangements. Ils ne sont pas dans l'impartialité. Et la CEI, elle est trop partisane. Quand elle parle, on sent qu'elle est partisane. Quand les acteurs me parlent, on sent qu'ils sont partisans. Et l'un des points sur lesquels on leur dit toujours, c'est la question de la réduction de la liste électorale. Une décision de la Cour africaine des droits de l'homme. La CEI nous dit non, qu'eux ils attendent les instructions du code. Je dis non, que c'est une décision d'une juridiction internationale, donc il faut qu'elle soit, avant qu'elle soit appliquée en Côte d'Ivoire, il faut qu'elle soit annoncée une procédure en droit qu'on appelle l'exéquatur. On leur dit ça, cette procédure-là. Non. La Cour africaine des droits de l'homme n'est pas une cour étrangère. C'est une cour, à partir du moment où nous l'avons ratifiée, c'est une cour interne qui est supérieure aux cours internes. Donc la décision qu'elle prend là, elle devient exécutoire sans autre forme de formalité. Ça là, celui qui a fait première année du droit, il fait ça. Sauf si vous êtes mauvaise foi. J'aime bien l'image de mon père, il dit on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait pendant les hommes. Il peut même l'électrocuter, il dort. Il fait pendant les hommes. Il n'a pas sommeil, mais il dort. Tu ne peux pas le réveiller. Donc cette théorie-là, on ne peut pas et on va la réformer. Est-ce qu'on doit revenir au ministère de l'Intérieur? Vraiment, je ne suis pas sûr que nous sommes prêts. Nous, on n'est pas prêts. On va y arriver un jour, hein. Mais ce que nous voyons là, on n'est pas prêts. La micro électorale, qu'on s'entende à minima sur je viens de répondre à ça. Ce sont des éléments, ça fait partie des points à réformer. Aliko, candidature du président Laurent Gbagbo, objectif, que faire? Je vous ai expliqué, et c'était le fond de ma pensée. Cette idée, au cas où vous savez, je suis borné sur sa question. Je suis borné sur la question. Et je préfère borner sur cette question-là. Parce que je ne veux pas du tout envisager même qu'il ne suit pas le nom de l'homme sur la liste électorale. Pour moi, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas envisageable. Et je vous ai dit, le jour que nous allons commencer à réfléchir à des plans B, c'est que nous ne sommes pas sûrs que nous allons gagner le plan A. C'est qu'on a déjà perdu. Oui, exactement. On a déjà laissé tomber. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan D. Il n'y a même pas A'. Chers amis, mettons-nous ça clair dans nos têtes. Mettons-nous ça clair. Tes camarades du GPS là. Bon, ça va venir vers la poche, oui, bon, s'il vous plaît. Jusqu'au dépôt de candidature devant le Conseil constitutionnel, le président Laurent Gbagbo va déposer son dossier. Et qu'on va regarder ce qu'ils vont faire. On va regarder ce qu'ils vont faire. Quand on leur dit non, c'est de la provocation, qui provoque qui? Nous on dit on a notre candidat, on vous provoque, on provoque avec quoi? Chers amis, parfois je veux de l'humour pour détendre l'atmosphère, mais c'est toujours c'est le sommet de notre lutte. C'est la finalité de notre lutte. Et ça, quand on est au bout de la finalité, on ne joue plus. Oui.
Congo, oui, le peuple, oui. Alors, j'ai oublié quelque chose. Vous savez, depuis 2011, j'avais compris, nous on avait compris le plan que les gens avaient organisé. Les gens ont traumatisé les peuples. Vraiment traumatisé. Mais le rôle des leaders, le rôle de celui qui dirige, c'est de permettre au peuple de se débarrasser de ce qui est la peur, les entraves. Et c'est ce à quoi nous appelons. Quand nous organisons, comme sur le terrain, et que nous avons des missions, que les gens parlent, et que nous faisons comme ça, on n'entend pas, on avance, c'est pour casser cette peur-là. Oh, je crois qu'on n'est pas loin de là. On n'est pas loin de là. Voilà. Les Ivoiriens sont prêts à nous accompagner dans ce combat. Mais à condition que nous nous montrons dignes d'eux. À condition que nous nous montrons dignes. Si personne en nous quelques hésitations ou tergiversations, le peuple va rentrer dans ta coquille. La politique, c'est toujours un rapport de force permanent. Donc, rassurez-nous, notre rôle, c'est ça. Et c'est pourquoi je suis ici pour vous parler. Et comme je sais que je parle ici, on m'entend ailleurs, donc quand je parle à tout le monde. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait la tribune du PAC. On a compris qu'il fallait que nous cassons et que nous abordions, nous affrontons le gouvernement sur cette question de questions. Et c'est pourquoi nous avons fait la tribune du PAC. Oui, je sais que ça c'est une grosse attente de la diaspora. C'est ma question, monsieur le ministre. C'est toi? Oui, c'est ma question. Ouais. Alors, je voulais vous dire que le président ne vous fuit pas. Ça, je vais vous le rassurer. Il ne vous fuit pas. Je pense que c'est dans son schéma, dans son programme. Là, à quel moment il va les dérouler, je ne sais pas. Mais il sait qu'il a un besoin de communiquer avec vous. Ça, on le sent. Nous-mêmes, nous travaillons là-dessus. Et donc, rassurez-vous, le président ne vous fuit pas. Je ne peux pas dire si c'est dans sa prochaine visite qu'il vous le fera. Je n'ai pas du tout cette attitude, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais dans tous les cas, ça fait partie de notre programme de travail. Et je pense que ça se fera. Le président le fera. Alors, s'il vous plaît. On entend beaucoup cette question de l'union de la gauche. Vous savez, je vais me permettre en 5 minutes de vous faire un rappel historique des luttes des classes, qui détermine le paradigme gauche-droite. Aujourd'hui, posons la question, qui est vraiment de la gauche en Côte d'Ivoire? On ne sait pas. Moi, je pose la question. Parce que moi, je connais Katina. Et je ne parle de gauche depuis pour la Baye Ouattara. D'une façon ou d'une autre, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être de gauche, me réclamer de gauche, et puis être. La question est au débat. Hein. Aussi, est-ce que nous commençons à mener la réflexion? Oui, il nous faut un rassemblement, mais autour de quel paradigme? Est-ce qu'aujourd'hui, la bataille en Côte d'Ivoire, la division, l'articulation de la société, est-ce que c'est autour d'un conflit de classe sociale qui détermine donc le choix gauche-droite? Ou alors est-ce qu'il y a un nouveau paradigme qui impose et qui veut que nous nous organisons autour de ce nouveau paradigme-là? Oui, je pense qu'il y a un nouveau paradigme qui s'impose, qui n'est plus le paradigme gauche-droite, qui est le paradigme de la souveraineté. Quels sont les Ivoiriens
qui sont déterminés à nous accompagner dans notre combat pour la dignité et la souveraineté du peuple ivoirien. Qu'il soit du GPS, qu'il soit même du PDCI, qu'il soit du RHDP même, que partout, et qui pensent que oui, ceux-là ils sont dans le vrai. Parce qu'aujourd'hui, notre point d'ancrage de notre lutte, ce n'est plus un problème de conflit social, de classe sociale, comme ça a eu lieu en Europe. Et que ça continue. Quand moi j'ai lu le programme du gouvernement que le nouveau Fonds populaire j'ai lu, j'ai compris, effectivement, la question est encore récurrente ici. Il y a fondamentalement encore des clivages sociologiques et sociaux qui sont forts et autour desquels on peut faire effectivement une articulation des opinions politiques. Mais chez nous, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en Afrique, quelle est l'articulation? Quelle est l'articulation? C'est la souveraineté des peuples africains. Ceux qui sont prêts à nous accompagner, oui, on se rassemble autour de ça. Mais l'histoire de gauche, je m'en méfie parce que j'ai du mal à savoir aujourd'hui qui est vraiment de la gauche et qui n'y est pas. Ça fait 12 ans dans ce combat, hein. Depuis 2011, ça fait 13 ans que dans ce combat, hein. Et même bien avant. Le clivage politique n'est plus de l'ordre des clivages sociaux, des conflits sociaux. Il est d'ordre fondamentalement idéologique tourné autour de quel est le nouveau paradigme de l'action politique en Afrique. C'est la souveraineté qui est le problème. L'envie de souveraineté, on les a tous partout, dans tout. Les parties de la Côte d'Ivoire. C'est sur ça qu'il faut. Quand vous parlez, pardon, du Sénégal de Sanko, ce n'est pas des Sénégalais de gauche qui ont voté Sanko à 100%. C'est tous les Sénégalais qui ont compris que voici l'acte autour duquel le peuple doit pouvoir s'organiser. Et c'est ce que nous fait. Notre offre qui va être sortie, qui est notre programme de gouvernement, qui est l'offre que nous allons proposer, et cette offre autour de laquelle nous allons appeler au rassemblement de ceux qui veulent se rassembler autour de nous. Ça peut être nos anciens camarades qui veulent, qui sont sincères et qui veulent venir, oui. Mais je ne marche plus, en ce qui me concerne, sur le fétichisme gauche et droite, je ne crois pas que ce soit réel aujourd'hui dans l'état de nos combats. Mais l'action qui nous intéresse aujourd'hui, comment nous faisons pour sortir nos peuples de la domination, et c'est ce acte-là qui va s'organiser autour de ça. Oui, Michel Gbagbo. Non, camarade, il y a des choses qu'il ne faut pas dire des choses comme ça. C'est pas juste. Michel Gbagbo ne collabore pas avec Pitougo. Michel Gbagbo, il est député. Et en tant que député, il siège dans une commission. Et donc, il arrive que le président de l'Assemblée nationale, qui à ce moment-là, moi je ne le dis pas comme RHDP, il est le président de l'Assemblée nationale. Donc quand il veut voyager par exemple et qu'il a besoin que tous les groupes parlementaires soient présents, il peut dire à Hubert Oulaye, viens avec moi. Mais ça ne fait pas de Hubert Oulaye un collaborateur du Togo. Ça ne fait pas de Michel Gbagbo qui est dans ses fonctions, dans sa mission de parlementaire. Il n'est pas le député du Togo. Hein. Ce n'est pas un député du Togo. Il est député au même titre que du Togo. Donc, il n'est pas le collaborateur des Togo. Il fait sa mission de député. Il faut que les choses soient clarifiées. Parfois, on se laisse aller. Non. Au niveau de la mairie. Bravo. Au niveau de la mairie. Au niveau de la mairie, pour qui comprend la mairie de. Oui, le Pougon. Le Pougon. Ça, si c'était son conseiller, et que tu as les liens, mais pourquoi il a été demandé candidat contre lui? C'est un conseiller d'opposition.
il est dans le conseil municipal, il est dans l'opposition. Mais attention, c'est de ça Donc, vous parlez. mais oui, mais il faut expliquer qu'il est un conseiller d'opposition. Je pensais que c'était... Mais oui, c'est ça qu'il faut expliquer. Ah non, alors je vous explique. Moi qui n'étais pas là, on m'a battu à Port-Boué. Mais je suis dans le conseil municipal de Port-Boué. Oui, d'opposition. Proportionnel. Voilà, à la majorité. C'est-à-dire que voici il y a besoin de formation. Mais oui. Quand nous allons aux élections locales, la liste qui gagne est à 51% déjà du conseil. Les 49% qui restent sont partagés proportionnellement aux voix obtenues par les différentes formations politiques. C'est pourquoi Michel Gbagbo, en tant que candidat du parti, et donc premier tête de liste, est dans le conseil municipal à cause de la proportionnelle. Mais il n'est pas un conseiller du Togo. Moi, je ne suis pas pour les conseillers de moi. Je suis conseiller municipal. D'opposition, il faut préciser. Voilà, il faut préciser. Sinon, les gens ne comprennent pas. Voilà. Il faut que ce soit clair. Non, ça, vraiment, ne fait pas la telle confusion. Ça existe ici, hein? C'est ce qu'on appelle la gestion collégiale des collectivités. Donc, Michel Gbagbo n'est là-bas à la mairie. Si c'est de ça vraiment comme question, Michel Gbagbo est à la mairie parce qu'il a été élu conseiller municipal de l'opposition. Voilà. Ça. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est ça. Oui, sur la liste des documents fournis, nous nous battons, évidemment, la carte nationale d'identité. C'est pourquoi, parmi nos revendications, nos batailles, nous voulons que la carte nationale d'identité soit gratuite. Parce que, ce nom-là, c'est trop compliqué. Il faut 5 000 francs. Mais ça peut paraître anodin, ça peut paraître. Mais chez moi, là-bas, là, il y a quelqu'un qui va payer 5 000 francs. Et puis, il se déplace pour aller. Il va prendre d'abord voiture, pour aller à la sous-voiture, ou bien à la mairie, pour aller établir son papier, son extrait de naissance. Avant de faire son certificat de santé à la justice, avant de faire sa carte nationale d'identité. C'est trop cher. Donc, dans notre bataille, effectivement, nous nous battons pour que les cartes nationales d'identité soient gratuites. Parce que, pour nous, effectivement, la pièce qu'on a fournie, c'est la carte nationale d'identité. Parce que les faits de naissance, il n'y a pas de nationalité là-dessus. Il n'y en a pas. Oui, alors, camarades, c'est de ça que nous parlons. Nous, le parti, notre stratégie, effectivement, c'est de pouvoir organiser toute l'opposition autour d'un certain nombre de valeurs fortes. Et je vous ai dit ces valeurs fortes-là, aujourd'hui, qui nous concernent, c'est la question de la souveraineté et du panafricanisme. Qui est pour nous, tout à l'heure, ça rejoint la première question hein, sur la Russie. Qui est pour nous la condition sine qua non pour nous positionner dans le nouveau monde qui est en train, le nouvel ordre qui est en train de se reconstituer. Si nous n'avons pas ça, c'est pas la peine. Donc oui, la stratégie, nous l'avons. Nous pensons que j'ai quelque chose en train de travailler. Certainement, à un moment donné, on va se rencontrer si cela est nécessaire pour faire la stratégie globale. Mais comme je l'ai dit, le moment n'est pas aujourd'hui pour qu'on puisse nous les dévoiler. Mais oui, il y a la nécessité qu'effectivement on aborde une stratégie qui nous permet d'arriver à la conquête du pouvoir que nous cherchons. Oui. La question de la dette, dans le programme du gouvernement que nous sommes en train d'élaborer, nous sommes en train de mettre en place une stratégie par rapport à ça. Il va falloir qu'effectivement, cette question, on affronte de façon frontale. On affronte sans hésitation parce que ça va conditionner beaucoup de nos problèmes. Et c'est là où, justement, on voit la différence entre les hommes d'État et les hommes de pouvoir. Un homme d'État qui gouverne, tu t'inquiètes toujours de quelles seront
génération future après moi. L'homme de pouvoir, il gouverne pour qu'on le voit. Ah oui, j'ai fait ici, c'est moi. De sorte que quand je parle à ils ne sont pas capables de faire ça, on va dire, ah, moi, me regretter. Mais si on regrette un homme politique, c'est que tu as échoué. Et je disais toujours dans mes dates, que ce soit quand j'étais ministre, comme j'étais directeur, le jour où je quitte mon poste, et que les gens me disent, quand il était là, c'était comme ça, c'est que je n'ai pas été capable de mettre une structure qui permet aux gens de pérenniser ce que j'ai fait. C'est la même chose. Donc la question de la dette, c'est me bouler. Et stratégiquement, nous sommes en train de travailler pour voir comment nous allons, dès qu'on arrive, comment nous allons affronter et nous avons des pistes. Nous avons des pistes. Et l'une des pistes, il faut absolument qu'on arrive à créer une économie qui génère effectivement une richesse nationale. Je vais vous montrer un exemple. Le métro, on construit notre ligne. On nous construit à 2 milliards de dollars. Je vous pose la question. Vous pensez que qui est gagnant dans cette opération? C'est qui le conseil? Nous, là, on ne fabrique pas des rames. Le système électronique, on ne sait pas nous qui le faisons. Les rails, même, ça vient de l'étranger. La seule chose qu'on prend chez nous, c'est les camions. On met les rails. Et encore, les considèrent dans ce plus étranger. À quel moment, excusez-nous, ce train qu'on a fait, les grands travaux là, on profite ça ne profite pas de l'État. C'est ça la question des grands travaux en Afrique. Et même nos partenaires russes, chinois font ça. Parfois en pire. Ils te construisent une route. Mais l'ingénieur jusqu'à l'ouvrier. C'est eux qui sont là-bas. Donc, ils te font un prêt d'1 milliard, mais le prêt retourne chez eux 1 milliard. Donc, c'est tout ça que nous devons revoir. Et c'est pourquoi, avant d'aller voir d'autres partenaires, il faut que nous allions avec des idées claires de ce que nous avons envie de faire. De ce que nous avons envie de faire. La question de la dette, tous nos programmes de gouvernement tournent autour de ça. Comment nous allons l'arriver? Structurellement, il ne faut pas la faire de façon circonstancielle. Il faut restructurer l'économie pour régler ça. Si nous arrivons à créer une économie où nous arrivons à prendre au moins 20% du PIB à le transformer en recette fiscale, ça va nous amener à diminuer nos dépendances, la dette. Mais quand nous allons rester sur dans les 10%, 12% de la dette, parce que si tu n'es pas capable de transformer ton produit intérieur brut, ton PIB, une partie en recette fiscale, ça veut dire dans la réalité que ta croissance elle est appauvrissante. Donc il faut revoir tous les fondements de l'économie. Donc ce n'est pas une question circonstancielle où on prend ponctuel, il faut restructurer tout, et surtout l'État que tout le monde peut travailler. Le programme du gouvernement, nous travaillons par rapport à ça. Mais on va faire le dit de la dette. Quand on leur dit ça, ils disent, on a le problème. Il n'y a pas peur. Ah non, il dit ça, c'est pour il ne veut pas pardonner, il veut venir faire. 35 000 milliards de dettes. 35. Tu vas partir dans 35 000 milliards de dettes. On fait quoi? Et je viens, je dis, bon, c'est bon, oui, bon, on continue. Non, on fait l'audit. Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ça. Mais ce n'est pas de dire comme quelqu'un, maintenant c'est l'audit qui dirige, bon, ça c'est l'audit qui s'est dirigé. Mais pourquoi nous disons ça? Parce que nous aussi, si nous prenons le pouvoir, quand nous allons prendre le pouvoir, il n'est pas si, quand nous prenons le pouvoir. C'est ça qui est la vérité.
Il faut que nous gérions aussi en tant que responsables. Donc, si nous faisons l'audit, la gestion des autres, ça veut dire que nous, là, on s'attend qu'on vienne faire notre audit aussi après. Mais généralement, les pays africains n'aiment pas faire l'audit de leurs prédécesseurs parce qu'ils ont peur qu'on nous dise que les prédécesseurs viennent auditer pour eux. Mais qui n'a pas peur, si ta gestion est claire, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? C'est pour ça que nous, quand on dit, pour l'histoire des BCA, on dit, ça nous fait rire. Parce que c'est parce qu'ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé, ils ont trouvé de mentir. Crier faux, c'est faux. Si la BCA avait dit qu'on m'a volé, voici la preuve, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes les seuls voleurs au monde où personne n'a été volé. Et là, on dit que tu es voleur. Mais personne dit, il n'y a pas une victime du vol. On dit, malgré ça, tu es voleur. Comme si tu me dis que je t'ai volé une bicyclette et une voiture, quand on envoie les preuves, il ne faut pas envoyer les preuves d'une bicyclette. Parce que la tirée, ce n'est pas la voiture. Donc, il faut que nous mettons du sérieux dans la gestion de nos États. Et la Côte d'Ivoire, je vous dis quelque chose. Ce pays-là, c'est un pays qui a les reins solides. Ce qui manque à ce pays, c'est un leadership clair, une responsabilité collective, et que les gens apprennent à s'imposer les règles d'un État. Parce que si un militant me dit, vous là, quand vous allez venir, quand Ouattara gouverne comme ça, ça veut dire que toi, tu ne sais même pas ce qu'on fait. Parce que si moi je gouverne comme Ouattara gouverne, si nous gouvernons comme Ouattara gouverne, nous condamnons notre pays tous les jours. Vous êtes dans chez eux, ils sont. Et l'argent là, quand tu prends là, tu vois, ils cherchent l'argent chez moi. Ils cherchent là, 5 francs te contrôler, ils te serrent à la voix, tu sors. Ici, ta cour des comptes, elle te fait un travail, tout est compte. C'est parce que vous n'avez pas le temps de lire les rapports des cours des comptes. Mais c'est incroyable. Chez nous, on fait comme si on a raison. Ce sont les recettes des peuples. Ce n'est pas ton argent. On est fort dans nos pays là. Les gars, il arrive, il n'a même pas 200 000 francs dans son compte. Et puis, 6 mois après, il est milliardaire. Et on applaudit. Et c'est eux là qu'on applaudit. On dit, il faut faire comme lui. Si nous tous on fait comme lui là, comment on va sortir de nos pays de cette situation? Voilà, on a fait un truc. Bon, je présume qu'il y a plus d'autres questions. Encore quelques questions? Allez-y. Ok. Nous allons commencer par Madame la camarade Ballot. Le camarade inspecteur Nicolas. Enchanté. Madame, oui, je ne pas savoir. Odile Ballot, deuxième personne. Oui, non. Deuxième personne. Comme Denise. Troisième personne. Il est où lui-même? Quatrième personne. J'ai trop fort, il n'a pas un nom. Votre nom? Abraham Oku. Abraham Oku. Oui? Votre nom? Dago Omar. Dago Omar. D'accord. Sixième. On s'arrête là? 5, c'est bon. 5, c'est bon? Ouais. Ok, merci. Ouais, Pauline Ballot. C'est dans 2 minutes. C'est pour ça qu'il faut commencer à
Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à tous les camarades. Je suis Lily Ballot, déléguée en charge du socio-professionnel dans le cabinet de la représentation France. Alors, on n'entend pas. Vraiment, c'est une question qui me préoccupe énormément parce qu'on constate que quand on fait la même chose, dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, avec les mêmes données, on a forcément les mêmes résultats. Pour moi, à part le contexte politique international qui a changé, j'ai l'impression qu'on est en train de faire les mêmes choses, dans les mêmes conditions, avec les mêmes données. On parle de démocratie avec des personnes qui ne pratiquent pas la démocratie. Parce que c'est comme moi, je parle gourou, c'est ma langue, et puis il y a quelqu'un qui parle chinois. Donc, je lui dis bonjour, lui pense que je lui dis autre chose. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de camarades qui sont démobilisés parce qu'ils se disent que on va aller encore. Quelles conditions qui a changé, à part le contexte Le micro. Où certaines personnes peut-être qui ont compris un peu, le but du combat. Comme vous avez dit, c'est le panafricanisme, c'est la souveraineté. Il y a des gens qui ont compris. Mais en dehors de ça, franchement, je ne vois pas ce qui a changé. Alors, est-ce qu'on va repartir encore, nous, naïvement démocrates, naïvement faisant confiance au vote, et puis on va avoir encore les mêmes résultats, on va se mettre dans les rues, on va être tué, on va être embrigadé, il y a des gens qui sont en train de mourir à la Maka, et après on va dire encore oui, marchons, on va continuer encore. Moi je dis, si on garde les mêmes conditions, moi je suis très pessimiste. Alors monsieur le ministre, est-ce que, je sais que vous ne pouvez pas dévoiler comment on appelle ça, toute la stratégie, mais je ne sens pas dans tout ce que vous dites quelque chose qui me fait espérer que on aura quand même du répondant. Donc si vous avez peut-être des éléments pour encourager ou bien pour nous donner de l'espoir, parce que la démocratie en Afrique, c'est ça. Laissez-la parler. Voilà. Laissez-la finir. Elle est beaucoup là. Bonsoir Monsieur le ministre, merci d'être venu nous voir. Moi je me présente, je suis Reine Denise Anon, je suis en charge de l'encadrement de la jeunesse. Donc Monsieur le ministre, aujourd'hui, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on constate que la politique ivoirienne est dominée par les mêmes acteurs politiques. Donc on dit souvent c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Et qu'entend faire le PPACI pour intégrer cette jeunesse justement dans cet espace politique? Moi je prends par exemple, je prends un exemple chez moi dans la région de Lamé. Dans la région de Lamé, avant c'était 100% le président Gbagbo. Aujourd'hui on constate que quand tu vas chez nous, dans la région de Lamé, aujourd'hui tous ces jeunes en fait qui ont été formés par vous, le FPI, tous ces jeunes aujourd'hui se sont rattachés au ministre Partikachi, qui est notre président du conseil régional. Et ce sont ces jeunes-là qui ont gagné aujourd'hui à la mairie d'Agou. Parce que ces jeunes, lorsque tu leur demandes, ils nous disent non, le PPACI, entre guillemets le FPI, ne nous font pas confiance. Donc eux, ils nous font confiance. Ils ont mis dans cet espace politique et aujourd'hui, ils ont gagné face à nous. Donc, qu'est-ce que le PPACI compte faire en fait? Des personnes comme moi ou d'autres qui se disent qu'aujourd'hui, je suis connue chez moi, je fais des actions chez moi, j'ai envie demain de devenir député ou maire ou autre. Qu'est-ce que le PPACI est en train de faire pour ces jeunes? Parce qu'on parle beaucoup de jeunesse, mais on a comme l'impression qu'on ne met pas assez la jeunesse. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Camarade. Bonsoir Monsieur le ministre, je suis Abraham Oukou, membre du groupe de la jeunesse PPACI France. Ma question va surtout être centrée sur ce que vous avez dit, la lutte contre la corruption. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous avez dit on ne va pas revenir au pouvoir pour faire la même chose que le pouvoir actuel, est-ce qu'il y aurait
un accent qui sera réellement porté sur cette lutte-là, où on aura des institutions fortes pour pouvoir contrôler l'action gouvernementale, c'est-à-dire pouvoir même poursuivre des ministres au fait qui sont coupables de faits de corruption devant la justice, afin de pouvoir justement ne pas idéaliser ces personnes-là qui au final sont des personnes qui volent nos ressources au fait. On aime bien dire, monsieur le ministre, mais non, tu es un voleur, tu as volé l'argent des Ivoiriens, tu as volé l'argent qui devait servir à construire peut-être des hôpitaux et tout. Donc est-ce qu'avec l'avènement du PPACI, le retour du PPACI en 2025 au pouvoir, il y aura vraiment cet accent porté sur la lutte contre la corruption et aussi la réduction du train de vie de l'État? Quand on regarde aujourd'hui, on a un gouvernement pléthorique, beaucoup d'institutions qui peut-être ne servent pas à grand-chose. Est-ce qu'on aura le courage politique de se dire qu'on va supprimer des institutions qui peut-être servent à caser certains cadres, qu'on se le dise, qu'on arrive au pouvoir, on essaie de caser certains amis et tout. Mais est-ce qu'on aura ce courage-là de supprimer ces institutions-là qui ne servent pas à grand-chose et de réduire notre train de vie de l'État? Parce qu'au final, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, c'est un père de famille qui n'arrive pas à nourrir ses enfants, mais qui roule dans une Mercedes GLE. C'est un peu l'image que j'ai avec la gouvernance du président Ouattara. De Ouattara. De Ouattara. Voilà. Président, hein, c'est pas trop. 4 personnes. Bonjour, monsieur le ministre Kone Kadima. Je me nomme Raymond Aki. Ma préoccupation à moi, c'est la présence de l'armée, de beaucoup d'armées étrangères en Côte d'Ivoire. Et quand je parle de ça, je pense tout de suite à l'armée française qui occupe, parce que c'est ce qu'il faut dire, notre pays est occupé militairement. Alors qu'est-ce que le PPACI prévoit faire pour lever cette occupation? Merci. Monsieur le ministre, et je suis personnellement enchanté d'être en face de vous, parce que partout où je vous suis, vous êtes brillantissime. C'est une fierté que je ma question est celle-ci. Avant de déballer ma question, je tiens à préciser que je ne suis pas un bac en guerre, mais je veux que cela soit clair. Parce qu'il y a un homme politique qui m'a dit comme ça que dans le cas contraire, où Babou n'est pas sur la liste électorale, on va poser l'élection aujourd'hui. Je vais maintenant poser ma question. Et si d'aventure, on sait ceux qui sont au pouvoir, on sait leur je m'en foutisme. Si d'aventure, Modicus décide de ne pas inscrire le président Laurent Gbagbo, je suis enchanté de tout ce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas AED. Ça, on enlève cette option. Mais si d'aventure, ils ne veulent pas inscrire le président Gbagbo, est-ce que le PPACI a un plan B? Ah, il n'y a pas plan B. Ah oui, il n'y a pas plan B. On va se battre. Je vais articuler. Voilà. Je dis, on a dit tout de beau que si d'aventure, s'il vous plaît. Laissez-le parler, laissez-le parler. Je dis que nous sommes tous d'accord dans cette salle que nul, on ne choisira aucun autre candidat à part le président Gbagbo. On est calé là-dessus. Je reprends ma question. Je lui cite d'aventure. Ceux qu'on a en face de nous, Modicus, ne veulent pas inscrire le président de Gbagbo, puisque eux, ce n'est pas en guerre. Est-ce que leur pays et le PPAC, qui est un parti démocrate, mon souhait serait qu'on prévoit un plan B. Je suis pas en guerre comme je dis. Il n'y a pas de plan B. Non, mais oui, attendez, laisse. Vous n'avez pas compris. Si, il a compris. Non. Ton téléphone, Omar, ton téléphone. Tu vas casser ton téléphone. Bon, on va écouter maintenant. Est-ce qu'on peut écouter? Monsieur le ministre, le micro. Voilà.
est-ce qu'on peut parler de démocratie de ma soeur, notre camarade Pauline est sceptique parce que nous avons en face de nous des gens qui comprennent qu'un seul langage. J'aime bien cette image-là. Oui, pour répondre à ton image, c'est comme si nous, on nous entraînait à jouer au football. On était très bons joueurs de football. On nous invite pour un tournoi de football. Et quand on arrive, on nous envoie un adversaire, il lui joue au rugby. C'est compliqué, hein? C'est même pas les mêmes conditions. Au football, il faut 11. Au rugby, il faut 15. Et puis il y a la main et le pied, c'est pas pareil. Et puis là-bas, là où on te donne 14 jaune, 14 rouge au football, là-bas on t'applaudit. C'est ce qui se passe. En fait, je prends votre image. C'est difficile de jouer tel match. Mais voyez-vous, regardons notre histoire. Ce combat-là que vous êtes en train de dire, la question s'est posée dans les années 70-80 à nos défensiers qui luttaient. Est-ce qu'il fallait se battre avec les éléments démocratiques contre le fouet ou il fallait opter pour la révolution armée? Oui, nos défensiers, le président Laurent Gbagbo, c'est défensif, le problème s'est posé à eux. Et lui, il a pris cette option de la phase de son il a dit, et il a été mis en minorité. Hein. Des gens m'ont même dit qu'il a vendu la lutte. C'est ça. Il a dit non, je fais cette option. Et nous allons gagner avec cette option. En 90, quand on a commencé, on nous a dit, vous là, vos chaussures vont finir. Personne ne croyait. Le problème de la lutte politique, c'est la constance ou l'inconstance. Oui. Est-ce qu'avec des armes démocratiques, on peut défaire un mouvement autocratique? Oui, on arrive. Quand on envoie le président Laurent Gbagbo à la CPI, moi j'ai eu la chance de son porte-parole, j'ai visité beaucoup de autorités dans les autres pays. Mais quand tu leur parles du retour de Gbagbo, là, tu te regardes comme ça, il dit, lui, la vraie, est-ce qu'il est normal? Moi, il y a un officiel d'État qui m'a dit, il m'a dit, c'est fou. Nous l'a dit même. C'est notre détermination. On n'a pas besoin de prendre une arme pour quoi que ce soit. On a vaincu tout un système par notre détermination. Ça, parfois, on minimise nos victoires parce que parfois, nos méthodes, on pense que en minimisant nos victoires, nous minimisons nos propres méthodes. Oh, ce sont nos méthodes qui ont fait que nous sommes arrivés à ça. Ce pays a fait tout pour ne pas nous tous nous devenir fous. Parce que nous tous, si nous sommes fous, on va gâter le pays. Il faut qu'effectivement, il y ait une partie qui ait la sagesse et qui croit à ces méthodes. La division en Côte d'Ivoire est très profonde. Elle est très grande. Si nous glissons, nous tous, sur la voie de l'orientation violente, comme ceux-là le font, nous allons détruire notre pays. Nous allons détruire notre pays. Parce que moi, là, j'ai gros sur le cœur. Là, si je prends ma machette, là, ça va être compliqué. J'ai gros sur le cœur. Mais est-ce que parce que j'ai gros sur le cœur, que je ne dois pas regarder derrière ce que je vais laisser à mes enfants comme pays? Est-ce que parce que ceux-là, ils sont en train d'amener le pays dans le gouffre, que je vais prendre le même chemin qu'eux? Camarades, on va gagner ce combat-là. Contre eux. T'as tout! Avec nos méthodes, on va gagner ce combat-là. C'est le jugement de Salomon. La seule chose, ne doutons pas. Moi, à chaque fois,
du temps de dire, mais bon, comment Babou, est-ce que Babou va sortir? Je dis, moi je ne me pose pas la question, est-ce que Babou va sortir? Il va sortir. Ma question, je dis, je fais quoi pour que Babou sorte la CPI? C'est ça ma question. Et donc, je n'avais pas dit pour moi mon banco. Cette seule question-là, interrogation, était ma source d'énergie. Croyez à la détermination pacifique des peuples. Ça change beaucoup de choses. Tous les grands combats n'ont pas été tous menés gagnés par la voie. Nous allons gagner le combat. Confiance. Ah oui, les camarades. Camarades, beaucoup de nos jeunes sont partis sur la patrie parce qu'ils sont dans son idéologie. Hein. Ils sont là parce que tu es Premier ministre. Non, je vous ai listé. On se connaît dans ce pays. Camarades, il n'y a pas un parti qui fait la promotion des jeunes autant que le PPAP. Autant des autres PFP. Il y en a pas. Aujourd'hui même, vous prenez le maire de Lakota. Quand tu as quel âge? C'est nous. On a présenté beaucoup de jeunes aux élections. Ce que nous voulons que nos jeunesses comprennent, qu'elles comprennent le sens de notre combat politique. Et je suis heureux que vous soyez là. Je suis heureux que vous soyez là, ma camarade. Que vous soyez sur ce chemin-là, qui n'est pas un chemin facile. Notre parti, là, ça se renouvelle. Moi, je vous parle, c'est vrai que j'ai la même chose avec vous. Mais je suis. Il y a longtemps que je suis dans le parti. Mais je n'ai pas une figure nouvelle. Mais il y a longtemps que je suis dans le parti. Oui. Justement, ce combat que le président a engagé, et si vous lisez notre programme de gouvernement, vous allez voir, la place de la jeunesse, c'est le cœur de notre programme de gouvernement. La place de la jeunesse. Nous ouvrons les vannes pour que effectivement les jeunes viennent. Et les femmes. Parce que c'est les deux qui nous manquent beaucoup dans la bataille. On a prévu dans nos têtes un quota pour les femmes. Mais pour les avoir, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, elles sont brillantes. Elles assument la convention locale. Qui a organisé la convention? Vous êtes sauvé. C'était un succès parfait. Vous êtes sauvé. Nous demandons aux femmes de finir au combat politique. Nous demandons aux jeunes de venir dans le combat politique. Vous avez la place. Le jour où vous voulez être candidat dans l'armée, vous venez me voir. Je vais vous accompagner. C'est tout. Je suis d'accord avec vous qu'il faut qu'effectivement on commence à préparer la candidature. Mais ce pour lequel je ne suis pas d'accord, c'est cette question de dire non, lui là il est trop vieux pour être candidat. J'ai dit aux gens, il est en Côte d'Ivoire, on a un problème d'âge. Parce que c'est un problème d'âge, Babou est les plus jeunes que Ouattara. Donc, il faut que nous nous articulons autour de l'essentiel de notre combat. Les jeunesses, la jeunesse, vous avez notre part de responsabilité. D'ailleurs, ce combat-là, c'est pour vous que nous le menons. Nous le menons pour que, et nous sommes heureux que vous soyez là, pour que vous preniez la relève. Ça, c'est important. Et puis, deuxièmement, on ne peut pas gagner une élection sans vous. On ne peut pas gagner un combat sans vous. Et je suis d'accord avec vous qu'on n'a plus le droit de faire de la jeunesse des marche-pieds. Ils doivent être nos égaux dans ce combat-là. Vous êtes nos égaux dans ce combat-là. Affirmez votre volonté, votre détermination, votre ambition politique.
n'ayez pas votre âge. Affirmez votre volonté politique et on va vous accompagner. Amen. Oui, monsieur la ministre, c'est ça. Toute la bataille que nous menons pour changer les données. Vous savez, le pouvoir, il y a deux sortes de pouvoirs. Quand un régime a la légitimité forte, ce régime, il n'est pas prisonnier du camp. Il n'est pas prisonnier de son camp. Or, le régime Ouattara est prisonnier de son camp parce qu'ils n'ont pas de légitimité. Ils n'ont pas. Ça, c'est les sciences politiques, c'est la science politique. Un régime qui a une légitimité forte, quand un président a une légitimité, il n'est pas prisonnier d'un clan. Alors, il faut que je mette ici. Parce que je t'assure, les institutions, moi, je ne les connais pas. Président de la République. Nous sommes le seul pays au monde qui a un président, un vice-président et un premier ministre. Un haut représentant. Et puis, haut représentant du président. C'est pas évident. Bon, on a une multitude. Dans un pays où il y a des gens qui ont du mal à manger, vous multipliez ça. Et c'est pourquoi je dis, nous, on n'a pas le droit d'imaginer de gouverner comme eux. Mais pourquoi? Je vous dis, les jeunes là, il y en a qui veulent faire la politique, mais il y en a qui n'ont même pas besoin de rentrer dans l'administration, ils veulent qu'on crée des conditions qui puissent leur permettre de s'épanouir et de faire des villes, d'organiser leur business, de faire leurs affaires. C'est pas tout le monde qui a envie d'aller travailler dans c'est parce que quand les chemins sont bouchés et que ces jeunes ne savent pas où aller, alors ils disent bon, on va dans l'administration. Il y en a qui s'en fichent. Notre rôle, c'est de créer les conditions pour que ces jeunes ne s'épanouissent. Vous savez, je leur ai dit une fois, ils sont venus comment on appelle, à COP 21 à Paris. 2016. Et ils n'ont plus d'engagement. Parce qu'ils avaient besoin d'argent. Parce que là, il y a un peu d'argent. Ils vont prendre. Et ils ne cherchent même pas à savoir les conséquences de ce qu'ils vont prendre. Si c'est bon, c'est pas bon. Ils prennent. Tous les argent, ils prennent. Vous voyez, l'argent, ils sont là-bas. Mais c'est pas tout l'argent qu'on prend. Il y a de l'argent toxique. Est-ce que c'est de l'argent toxique? Le fou bout. Ils n'ont plus les mesures. Nos parents essaient de se débrouiller pour envoyer les véhicules de seconde main pour que les gens fassent. Nous, on est venu au COP 21, les gens disent on n'a qu'à lutter contre la pollution et le changement climatique. Donc, on interdit l'importation de véhicules. Ok, moi, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais ça, quelle alternative tu offres? Mais comme il n'y a pas d'alternative, les gens ont besoin de survivre. Quand vous arrivez à Abidjan, les Waroro, les taxis, c'est Waroro. Ceux qui sont plus âgés, nous sommes dans la salle, ils sont plus vieux que certaines de ces voitures, on n'est pas nombreux. Non, mais je vous dis, mais lui c'est sa survie. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, je ne peux pas importer, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est là, ça ne va jamais mourir. On est ensemble. Avec. Donc la ville d'Abidjan est surpoliée, alors qu'ils ont pris des mesures en pensant de lutter contre la pollution. Mais l'homme a besoin de survivre. Tu l'empêches d'avoir accès à ce qu'il veut. Il se débrouille avec ce qu'il a. Donc vous, ils mettent la voiture, ça sort. Voilà. Il ne peut pas leur dire qu'il ne pas le faire parce que c'est la survie. Donc vous avez pris une mesure, parce qu'on vous a donné quelques prébendes, quelques sous, vous avez pris une mesure en disant que c'est pour lutter contre la pollution. Or, cette mesure a effectivement contribué à accentuer la pollution. C'est tout ça que nous devons regarder.
J'ai posé une question à quelqu'un. J'ai dit, mais pourquoi vous pensez qu'en Afrique, on accepte des choses? Dans notre gouvernement, on en parle. Pourquoi voulez-vous que Total contrôle tous les cycles de production de pétrole jusqu'à la pompe? Pourquoi? À quel moment, moi, les jeunes qui sortent et qui ont besoin de travailler, je peux les faire des hommes d'affaires? Je les ferai comment? Il y a quelle technique pour prendre le pétrole pour faire dans la voiture de quelqu'un là? Pourquoi Total doit contrôler tout? Non. On va dire Total qui fait l'exploration, qui vient vendre en gros, mais le détail est là. C'est une affaire de jeunes ivoiriens. Les stations-service, elles doivent appartenir aux jeunes, aux Africains, aux Ivoiriens. Quitte à vous louer, on donne des loyers, ok. Mais si vous faites en route mer, vous êtes dans la raffinerie, vous êtes dans le stockage, vous êtes dans la vente, et vous êtes à, comment on appelle, à la pompe. Mais à quel moment voulez-vous, comment voulez-vous que moi je lutte contre cette jeunesse-là qui est son cabine de travail? Pourquoi je vais accepter que Cargill est soit obligé d'aller jusqu'à Miyagi, à Tipa ou à Oumene pour aller prendre le cacao. À quel moment nous allons faire une division du travail pour qu'effectivement permettre à nous de... C'est ce que les gens attendent de nous. Créer les conditions pour les rendre libres, entreprendre où ils veulent entreprendre. Ne pas être confrontés à la corruption qui va mettre des charges inutiles, ils veulent les dévoiler. Moi j'ai rencontré des jeunes ici. J'étais à Optique, en train de lunettes. Un jeune du Nord qui m'a approché. Il m'a dit, vous nommez Kone Katina? Il dit oui. Il dit, j'étais RHDP. C'est que les gars là nous l'ont montré là. C'est que les gens là nous montrent. J'ai décidé de nous suivre. Parce que c'est dans la vérité. Et je travaille ici, je gagne ma vie. J'ai décidé de faire une petite entreprise de fabrication d'eau. Je demande à ma banque de me prêter une banque. Elle dit non, elle ne peut pas. Je dis mais comment si nous ne réformons pas nos systèmes bancaires, comment vous qui avez envie de retourner en Côte d'Ivoire pour aller investir, comment vous allez investir? Donc il y a des questions structurelles, il y a des fondamentaux qu'on doit toucher, qu'on doit avoir le courage d'affronter. Et quand nous aurons affronté ces fondamentaux, les toucher, les réformer, vous allez voir que les jeunes ne s'occupent pas du tout de ce qui est politique. Ceux qui veulent faire la politique vont nous faire. Mais tous s'intéressent à rentrer dans l'administration. Ils veulent vivre, ils font les business. Créons-leur les conditions. Et c'est le rôle que nous voulons faire au PPAC. Merci. Merci. Oui. Ça fait partie de notre bataille. Oui, la question des armées étrangères. Aujourd'hui, je vous parle, les États-Unis sont en train de négocier pour s'installer, avoir une base en Côte d'Ivoire. Ceux qu'on a chassés sont dans une base en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est le monde qui se décide comme ça. C'est le nouveau monde qui se décide. Effectivement, je ne crois pas que ce soit dans nos intérêts d'avoir des bases étrangères. Il y a des pays qui sont solides. J'étais en été au Ghana. Quand le gouvernement actuel a voulu passer un contrat de présence militaire américaine au Ghana, ah non, ça fait le Ghana, la démocratie là-bas est en train. Chaque matin, il se lève, il est sur les présidents forts. Je dois avoir plus de 100 stations de télévision au Ghana. Les radios, près de 400. Le débat est ouvert là-bas. Quand nous allons arriver à ça, on peut régler des problèmes sans forcément, il faut tous aller aux fondamentaux, c'est-à-dire créons une conscience nationale. Mais comment on crée une conscience nationale? En la formant, en ouvrant le débat politique. En Côte d'Ivoire, le débat politique est trop fermé. Nos 100 premiers jours, c'est ça comment ouvrir le débat politique. Parce
Parce que le débat politique est important. Pourquoi? Même pour lutter contre la corruption. Quand les gens seront capables d'appeler à la radio pour dire hey, le ministre là, il est en train de construire un immeuble chez moi ici. Hein. Les gens vont réfléchir par 4 avant de bouger. Il faut ouvrir le débat politique. Et c'est en ouvrant le débat politique que ces questions-là, comment nous allons. C'est les peuples même qui vont faire que les dirigeants, il y a des questions avant de dire non, une fois des bases militaires là, nous on ne peut plus. Parce qu'on ne peut pas s'accommoder avec des bases militaires. On ne peut plus. C'est trop. On ne peut plus. Quoi qu'il en soit, une base militaire, c'est tout forcément la présence d'une souveraineté étrangère sur tout ça. Que les gens vous non, c'est clair. Les ambassades, oui, ça fait partie de la gestion du monde. Les bases militaires. Parce qu'à une base militaire, tu as pris position d'un camp contre nous. C'est tout simple que ça. Or, que nous voulons nous déterminer, oui, on veut des bases militaires, mais on veut des bases militaires africaines. Si les forces africaines, l'Union africaine détermine et qu'il y a effectivement une armée solide qui veut des bases militaires africaines, oui, ça c'est notre ordre. Oui, ça c'est notre ordre. Et ça, c'est la position du PPAC. Tous les 100 nous par l'africanisme. Omar Dago. Omar, hein? Oui, Omar, H à la fin. Ok. Omar. Oui, je vous ai bien compris. Toutes les questions que je demande à votre première phrase, moi je vous ai très bien compris. Nous sommes en politique et c'est des rapports de force. Nous allons chercher à créer des rapports de force à nos faveurs. C'est tout simple que ça. S'ils arrivent à nous éjecter, c'est qu'ils ont un rapport de force plus fort que nous. Mais je suis venu, s'il est tenu à vous parler, c'est pour chercher à créer les conditions de ce rapport de force-là à nos faveurs. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Nos camarades sont en train de faire le tour de la Côte d'Ivoire. C'est pour créer ce rapport de force à nos faveurs. C'est la politique. Si les gens t'effraient et tu fuis, ben il est heureux. Il est heureux. Ah non, 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 ils vont t'arrêter. Bon, arrêter le but, ça fait quoi? Si vous m'arrêtez que les gens continuent le combat là, vous allez finaliser toute la Côte d'Ivoire. Vous allez finaliser toute la Côte d'Ivoire. Les peuples qui gagnent les combats, c'est les peuples qui ont appris à dépasser de leur propre personne. Vous voyez quelqu'un qui aime prison dans la vie? Qui dit moi, j'aime prison. Vous pensez que toutes les prisons qu'il a fait ça pour quoi? Pour son peuple. Et pour son combat, il dit, ça là, moi ma personne, ça ne compte plus. Ça ne compte plus. Faites ce que vous voulez. Mais jusqu'à la pire humiliation. Mais vous ne verrez jamais avoir une rancune contre quelqu'un. Il dit, c'est comment tu fais? On t'a fait comment? Il voit la vie. Mais parce qu'il croit à son combat, il croit à ça. Et donc lui là, qui vient de les préférer, puis non, on va voir prison, ça, franchement, il a fait la mère des prisons. Qu'est-ce qu'il reste encore? Œuvrons dans ce sens. On va changer le rapport de force si nous croyons en nous-mêmes et si nous sommes déterminés. Voilà. On s'est compris. Et quand on s'est compris, les gars, vous venez d'écouter ici cette vidéo de Kone Katina depuis la France. Kone Katina qui frappe fort
comme il sait bien le faire, il nous tient un discours digne de ce nom. Oui, c'est Kone Katinan que nous connaissons. C'est le Kone Katinan que nous aimons qui vient donc de prendre la parole. Il faut mobiliser. Je tiens encore à rappeler à tous ceux qui vivent en France et dans les environs que la mobilisation pour le PPACI et pour la demande de la réinscription du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale est prévue pour le 29 juin 2025. La manifestation va se tenir à Paris et la direction, les manifestants vont prendre la direction de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France pour partir dénoncer un certain nombre de choses et demander la réinscription du président Laurent Gbagbo. Ne vous fiez pas à toutes les vidéos des militants pro-RDR qui sortent pour menacer les Ivoiriens. Ne vous fiez pas à toutes ces personnes-là qui ne veulent pas emprunter la voie de la démocratie, qui préfèrent emprunter la voie de la dictature, croyant faire peur aux gens. Il n'en est absolument rien. Vous ne devrez pas avoir peur. Tous ceux qui auront du temps, tous ceux qui voulont bien accorder un peu du temps à cette manifestation, il faut que vous allez au niveau de la manifestation pour être sur le terrain, pour manifester votre ras-le-bol, votre mécontentement et c'est-à-dire votre colère et vos frustrations par rapport à ce qui se passe comme injustice. Le président Laurent Gbagbo doit être inscrit sur la liste électorale. Monsieur Soro Guillaume doit être réinscrit sur la liste électorale. Monsieur Charles Blé Goudé, même comme nous ne sommes pas d'accord avec sa position, il doit être inscrit sur la liste électorale. Vous savez, il faut savoir que quand vous menez certains combats, vous devez même vous battre même contre ce que vous voulez sauver. Vous voulez libérer un esclave qui a fini par être un esclave de maison. Il va se sentir très intéressant. Si vous voulez sauver un groupe d'esclaves et que ce genre d'esclave fait partie du groupe, vous devez sauver cet esclave-là même de sa situation. Parce qu'un esclave finit souvent par avoir le syndrome de Stockholm. Il finit souvent par aimer, c'est-à-dire son prédateur. Il finit souvent par aimer son oppresseur. Et quand vous commencez à vouloir libérer, cet esclave-là, lui-même se bat souvent contre vous. En ce moment-là, la règle est d'art. Vous devez vous battre même contre cet esclave-là pour le libérer. Et c'est ça que nous traversons dans nos pays. Il y a des esclaves qui sont tellement heureux dans leur position que quand vous décidez de vous battre, vous devez vous battre même contre eux. C'est-à-dire, vous devez les libérer par force. Même s'ils ne veulent pas, ils doivent se libérer par force. Parce qu'ils sont abrutis par une situation qu'ils ont fini par épouser en croyant que c'était la meilleure. Vu qu'ils ne connaissent pas mieux, ils sont donc restés dans leur zone de confort. Vous devez vous battre non seulement par leurs bourreaux, mais aussi par eux, pour qu'ils finissent par comprendre que la situation qu'ils traversent n'est pas juste. Donc, à un moment donné, le 29, il faut que tout le monde se trouve en France pour la mobilisation générale et direction l'ambassade pour la demande de la réinscription du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. C'est le début de la mobilisation. Alassane Ouattara va sentir ça. Qui parle mardi, c'est ce que nous on attend.